Bonsoir, patience, on y est presque, le mois de juillet arrive très bientôt, plus que quelques jours avant le début des grands départs. Au total, nous allons être 36 millions à partir cet été. Alors, 37% des gens vont aller au bord de la mer, 34% d'entre eux iront à la campagne et nous serons 18% à partir à la montagne. Quelle que soit la destination que vous choisissez, en tout cas, vous allez faire face à beaucoup de dépenses. Il faut savoir qu'en moyenne, une famille dépense 1 884 € pour 15 jours de vacances, tout frais inclus. Ce soir, vous allez découvrir les nouveaux venus dans le business des loisirs. Comment comptent-ils s'y prendre pour vous faire craquer? Sommaire. Cet été, vous serez 1 million à vous faire flasher. Des radars qui rapportent beaucoup d'argent. Pour la première fois, vous allez découvrir comment et par qui ils sont fabriqués. Le circuit très secret des photos. Je peux vous demander en un mot ce que vous faites? J'ai pas le droit de répondre à la question. Et comment certains réussissent à échapper à l'amende. 2,5 km de long, plus haut que la Tour Eiffel, le viaduc de Millau. Inauguré il y a 1 an et demi, il a fait sauter les bouchons et il attire des hordes de touristes. Certains commerçants en profitent beaucoup plus que d'autres. Qui sont les grands gagnants du viaduc et combien le pont leur rapporte-t-il? C'est marrant comment vous êtes à Paris, vous pensez qu'au sous. Nous ici, moi ce matin j'ai bien déjeuné, ça me suffit. Cet été, dans le Périgord, région aux 1000 châteaux, les touristes vont tomber en pleine guerre. Vous êtes ici dans le plus beau château du Périgord. Voilà. Combat de chevaliers ou de catapultes, comment les propriétaires de ces châteaux se battent-ils pour vous attirer? Découvrez aussi comment des conflits ancestraux se sont transformés en batailles commerciales. Ça tient dans un coffre de voiture et à première vue, ça ressemble à un sac de tente. Mais après une demi-heure de montage et quelques coups de gonfleur, ça permet de faire des ronds dans l'eau. C'est très léger, c'est très facile à manier. C'est génial. Pour le coin, ça va être idéal. Les canots pneumatiques, il ne s'en est jamais autant vendu. Qui a inventé ces bateaux dont les moins chers coûtent le prix d'un scooter? Comment se joue la concurrence entre les fabricants? Je vous le disais il y a un instant, nous allons donc être 36 millions à partir cet été. Mais alors, comment allons-nous voyager? Eh bien, 4% d'entre nous prendront le bateau, le bus ou l'avion. 12% prendront le train. Mais le mode de transport le plus répandu, ça reste de loin la voiture, puisque nous allons être 84% à prendre la voiture pour aller en vacances cet été. Les routes vont donc être très chargées, il faut être très prudent, d'autant que le risque de se faire flasher est de plus en plus grand aujourd'hui. En tout, 1200 radars sont installés sur les routes de France, c'est 20% de plus qu'il y a 3 ans. Alors, au-delà de la sécurité routière, ce que l'on sait moins, c'est que les radars génèrent un énorme business. Un business qui profite bien entendu à l'État, mais aussi à des entreprises privées. Traitement des photos, entretien des machines, comment fonctionne ce système? Qui en profite vraiment? Regardez, c'est une enquête de Stéphane Martin. Ludovic, 26 ans, est un ange gardien. Toute l'année, il sillonne les routes pour aller réparer les radars automatiques qui ont été vandalisés. On a 48 heures pour intervenir pour un vandalisme en fait. C'est pour empêcher de faire croire aux gens qu'un radar vandalisé va rester hors service. C'est une manière de dissuader, je pense. Là, il file vers Rosvielle, dans les Pyrénées-Atlantiques. On arrive sur site, ça y est. Après 2 heures de route, le voilà arrivé. Dans quel état sera le radar? Parfois, ça va loin, comme en février dernier, près de Montpellier, où 3 machines ont été purement et simplement dessoudées. Pour Ludovic, aujourd'hui, c'est plus classique, mais tout de même. On a tenté de mettre le feu et les vitres blindées ont été cassées. À mon avis, ça peut être une masse ou une baramine, quelque chose qui fait une dizaine de kilos, quoi. D'accord. Et pour le feu, comment ils se sont débrouillés selon vous là? À première vue, ça serait des traces d'essence. Hein. Il a de la chance. Le mécanisme à l'intérieur est intact. Ça n'a pas chauffé à l'intérieur. Son job, payer 1 300 € par mois, n'est pas une partie de plaisir. Il travaille dans la chaleur, le bruit et, plus surprenant, au milieu des injures, comme ce bras d'honneur. Ça arrive souvent que là, qui klaxonne.
assez fréquent, oui. Et qu'est-ce qu'ils font d'autre que klaxonner? Des bonjours avec un seul doigt. Ah ouais, des insultes? Des insultes, ouais. Au début, c'est difficile, mais après, j'y fais même pas attention. Ils sont une cinquantaine à faire le même boulot dans toute la France, car il y a en permanence un radar sur 5 vandalisé. Ici, par exemple, c'est la 3e fois, et ça ne va pas s'arrêter là, selon ce riverain. Dans une semaine, vous reviendrez. Quel genre de personnes, je veux dire, ils ne vont pas dénoncer, mais c'est... Non, c'est qui c'est, je sais. Au revoir. C'est vrai que si c'est pour recommencer dans une semaine, hein, mais c'est aussi le but de réagir très vite pour pouvoir permettre quand même de démoraliser les gens aussi. Une guerre. Ah ouais, c'est sans fin sur certains sites. Des radars pris à partie. Ils sont pourtant là pour rendre la circulation plus sûre. En France, on revient de loin. Pendant longtemps, nos routes ont été parmi les plus dangereuses d'Europe. 7600 morts il y a 4 ans, 2 fois plus qu'en Grande-Bretagne. Fort de sa réélection en 2002, Jacques Chirac fait de la sécurité routière l'une de ses priorités. Je suis absolument horrifié par le fait que les routes françaises sont les plus dangereuses d'Europe. Il décide de mettre le paquet sur les excès de vitesse, la première cause des accidents à l'époque. On vous a enregistré à 81 km/h au lieu de 50, monsieur. 81 km/h. Mais plutôt que d'embaucher de nouveaux policiers et gendarmes, il décide de faire les contrôles supplémentaires par des machines. Voilà comment sont arrivés les radars automatiques. Aujourd'hui, il y a 800 machines fixes vissées au sol, comme celle-là, et 300 radars automatiques embarqués dans des breaks. Entre-temps, le nombre de tués sur les routes a baissé d'1 tiers. Évidemment, si vous vous faites prendre, c'est désagréable. Le tarif dépend de la gravité de l'excès de vitesse. Par exemple, si vous êtes à 97 km/h sur une route limitée à 90, vous aurez une amende de 45 € et 1 point retiré sur votre permis. Avec les radars automatiques, le nombre des PV a été multiplié par 5. Ça représente 240 millions d'euros. À qui profite cet argent? Qui se cache derrière les radars? Quelque part en Normandie, une usine du groupe Sagem Sécurité Défense. Un site très sensible et sous haute sécurité. On y fabrique ce type d'engin destiné aux militaires. Là, c'est un avion espion télécommandé qui fait des images aériennes. Ce grand groupe privé fournit aussi des radars routiers. Et bien que ce soit du matériel civil, le contrôle des empreintes digitales est de rigueur. Qu'est-ce que c'est ce système, monsieur, s'il vous plaît? Système de contrôle d'accès donc pour rentrer à l'atelier. Seules les personnes habilitées sont validées pour pouvoir ouvrir la porte. C'est la première fois qu'une équipe de télé pénètre dans cette usine à radar. 1100 machines ont été fabriquées ici dans la plus grande discrétion. Le personnel a l'interdiction de parler de son travail à toute personne extérieure, nous compris. Donc, il y avait déjà une clause de confidentialité. Donc... Vous avez une clause de confidentialité, c'est ça? Exactement. Et qu'est-ce qui se passe, monsieur, si on ne respecte pas la clause de confidentialité pour un salarié? Ça va jusqu'à l'amende. Ça va jusqu'à l'amende, jusqu'au licenciement de la société. Il faut donner le moins d'informations possible à ceux qui voudraient nuire au radar. Dans cette cage de verre, un informaticien rentre les codes qui protègent chaque installation. Donc on a un espace réservé, auquel nous ne pouvons pas rentrer. Pendant les opérations de cryptage, il va être mis à la clé, il va être effectivement enfermé. Ils sont combien pour pouvoir rentrer dans cette pièce? Ils sont 3 ou 4 personnes. L'État a choisi cette société après l'avoir comparée avec d'autres industriels. Le prix fut l'un des critères, car chacune de ces machines vaut une petite fortune. Voilà de quoi elles sont faites. Voilà, alors quelle est cette machine? Une cabine blindée dans laquelle il y a un radar. C'est la pièce maîtresse et la plus chère, 15 000 €. Quand vous passez trop vite, ça déclenche la photo. Donc la prise de vue se fait par une caméra qui se trouve ici.
D'accord, ça c'est la caméra de Monsieur Tout-le-Monde pour Donc, que les gens repèrent. non, c'est une caméra haute vitesse et de grande définition. C'est une caméra professionnelle, bien sûr. Donc vous avez... Ils ne la fabriquent pas eux-mêmes, mais l'achètent pour environ 12 000 euros. Un flash très puissant que vous avez ici, donc derrière cette vitre blindée. Au total, leur marge comprise, ils vendent le radar 40 000 euros pièce. Ça représente 1 an et demi de salaire d'un gardien de la paix. Mais c'est à peine croyable. L'État amortit cette somme en moins de 3 semaines. Vous allez comprendre comment. Les radars prennent 30 000 clichés par jour. Et chaque machine est reliée par une ligne à haut débit à ce bâtiment qui se trouve à Rennes, le Centre national de traitement. Également discret et bien gardé, barreaux aux fenêtres et contrôle d'accès. La grosse surprise, c'est que la cinquantaine de petites mains qui traitent ici vos PV ne sont ni policiers, ni gendarmes, ni fonctionnaires. Ce sont des salariés du privé, à qui il est interdit par contrat de parler de leur travail. Mesdames, je peux vous demander en un mot ce que vous faites? J'ai pas le droit de répondre à la question. Bonjour madame. Désolé, on vous dérange un peu. Hein. Vous pouvez nous décrire ce que vous faites, tout simplement? Je suis pas habilitée à vous répondre. D'accord. Leur employeur s'appelle Asferia, une société spécialisée dans le traitement du courrier. L'État a passé un contrat avec elle, dans lequel il exige des rendements élevés. Voilà ce que ça donne. C'est au sous-sol qu'arrivent les photos prises par les radars. Ce gros ordinateur déchiffre automatiquement 40% des plaques d'immatriculation, celles qui sont les plus lisibles. Les autres arrivent ici. Ça ressemble à un bureau, mais on y travaille plutôt à la chaîne. Une dizaine de jeunes femmes lisent les plaques et les saisissent dans l'ordinateur. Grâce au fichier national des cartes grises, on retrouve votre nom et votre adresse. Et le PV part dans les 24 heures. Ces dames doivent alimenter la machine le plus vite possible. Vous arrivez à en faire combien comme ça par heure? Une moyenne de 500 plaques. 500 par heure. Elles commencent en intérim et si elles ne tiennent pas le coup, elles ne sont pas gardées. Leur employeur veille au grain. En cas de retard, il doit à l'État 1 euro de pénalité par amende. Mais que font-elles quand il est impossible de lire une plaque? Qu'elle soit abîmée ou bien masquée comme là par une bâche. La carriole, c'est valable, hein? Vous arrivez à la lire? Je l'ai pas prise à cause de... Est-ce qu'elle est trop cachée par la bâche? Une fois sur deux, elles ne peuvent pas trancher et le cliché part à l'étage du dessus. Ce sont les seuls uniformes de l'immeuble. 12 policiers et gendarmes. Ils ont le pouvoir, en un seul clic, d'envoyer un excès de vitesse à la poubelle. Parmi eux, le gardien de la paix, Yannick Torres, 30 ans. Il doit avoir un fascicule. Regardez bien, voilà le genre de photos dont il ne peut rien faire. Véhicule de police, de la même façon. Donc 2 véhicules sur le même cliché. Classé sans suite. Il y a un doute sur celui des 2 véhicules qui roulaient trop vite. Poubelle. Donc là, on va peut-être pouvoir retrouver. Une plaque étrangère, celle-là est espagnole. Poubelle. Moto de face, moto de face. Les motos prises de face alors que leur plaque est à l'arrière. Poubelle. Au final, une photo sur 2 est inexploitable. Il en reste tout de même 15 000 par jour qui se transforment en PV. Et chaque contravention est signée de l'un de ses fonctionnaires. C'est un principe de droit. Le nom de notre gardien de la paix, Torres Yannick, figure comme ça sur des milliers de PV. Ça nous a valu des petits coups de fil sympas. Vous en avez reçu, vous? Moi, oui. Et qui disait quoi, genre il demandait si c'était possible de faire quelque chose, si... Enfin, des mots doux, quoi, aussi. Donc, tant qu'ils m'attendent pas devant la porte de la maison, ça va. Si les radars déclenchent la colère, c'est qu'ils sont parfois jugés abusifs. Ne vous fiez pas aux apparences, ces 2 motards pères de famille ne sont pas des fous de vitesse.
Ils utilisent au quotidien cette nationale, la N37 en Seine-et-Marne, et sont particulièrement agacés par l'emplacement de cette cabine métallique. Selon ce document officiel, les radars sont implantés à des endroits où se produisent beaucoup d'accidents. Pour les deux motards, cette grande nationale en ligne droite est sans risque. Alors, vous avez un radar de chaque côté qui est implanté ici, donc ils sont bien visibles, il n'y a pas de problème, bien protégés aussi. Où est le danger? Pourquoi il vous semble qu'il n'y a pas de danger, vous? Vous avez une 2x2 voies déjà, c'est quand même une sécurité pour rouler, donc on ne peut pas doubler sur la troisième file. Le code de l'interdit, on va dire. Mais je ne vois pas de danger potentiel, on n'a jamais eu d'accident grave ici. Il considère que le radar est un piège. C'est quoi ça? C'est une tirelire, ni plus ni moins pour l'État. C'est une manne financière importante. Tous les radars sont une manne financière importante. Ce type de propos que l'on entend beaucoup est-il justifié? Sur quels critères a été décidée l'implantation de ce radar? Ça s'est joué ici, à la direction départementale de l'équipement de Seine-et-Marne. L'administration qui s'occupe des routes et qui choisit le lieu des radars. Bonjour monsieur. Voici son directeur, Francis Oziol. Bonjour. Pour lui, le radar de la Nationale 37 s'imposait. Ici, on est sur la RN37, donc je vous disais l'autoroute A6, c'est la sortie de la RN37, et notre radar est là. Et donc c'était le premier qu'on a implanté en Seine-et-Marne. Donc c'était effectivement quand même une volonté de marquer le fait que c'était une section dangereuse. Pour justifier son choix, il s'est appuyé sur les chiffres des accidents. Donc ça, c'est la carte d'aujourd'hui. À cette époque-là, il y avait 36 accidents corporels, 10 personnes tuées. Sur quelle période? 21 personnes, donc entre 1997 et 2001. D'accord. 21 personnes donc, blessées gravement et 30 blessés légers. Donc c'est une section effectivement très accidentogène. Une section de 4 km où il pouvait placer son radar n'importe où. Pour de simples raisons techniques, il l'a mis au milieu. Depuis, il y a moins d'un tué par an. La route est maintenant dans la norme et pourtant le radar continue de flasher à un rythme industriel. Le nombre d'infractions sur une année, on est sur 40 000 infractions. La moyenne des radars fixes. Par jour, ça fait 40 000 divisé par 365, ça fait... donc là, je suis à 109. 109. Donc c'est un radar qui flash quand même pas mal. Hein. Il flash 2 fois plus. Sur ces 109 PV, les 3/4 concernent des petits excès de vitesse de quelques km/h. C'est cette rigueur qui irrite parfois. Alors, une fois flashé, peut-on échapper à la sanction? Retour au Centre national de traitement à Rennes. Chaque jour, un PV sur 5 revient pour contestation. Les arguments sont examinés par ces fonctionnaires du ministère de l'Intérieur. Dans cette lettre, c'est un père qui explique que ce n'était pas lui au volant. Je vous ai donné tous les renseignements concernant le conducteur, à savoir ma fille. Je vous ai donné ces renseignements alors que je n'étais pas obligé de le faire. Mais pour que cela lui serve de leçon et qu'elle soit plus attentive au code de la route. La désignation d'un autre conducteur, c'est ce qui arrive le plus souvent dans la contestation? Disons, ouais, peut-être 50% des cas, en gros. 50% des cas, à peu près, je dirais, d'un autre conducteur. Ouais, beaucoup quand même. Ouais. Ça marche à tous les coups, que vous disiez la vérité ou pas, car il ne vérifie pas sur la photo qui conduisait. À ce moment-là, l'amende et le retrait de points sont pour la personne désignée. Attention, si ce n'est pas elle et qu'elle conteste, vous pouvez être condamné à payer 1 500 €. Pour éviter toute sanction, certains profitent d'une faille du système. Cet automobiliste est en sursis. Bonjour. Son véhicule a été flashé à 166 km/h sur une autoroute limitée à 110. Un très grand excès de vitesse qui doit en principe lui coûter son permis et 1 500 € d'amende. Il a pris un avocat, maître Jean-Baptiste Yoska, pour sauver ce qu'il estime être son outil de travail. Oui, donc moi je suis architecte, je fais entre 50 et 60 000 km par an. Professionnellement, donc effectivement, je fais travailler des gens, j'ai des salariés. Là, je mets en péril mon entreprise. Il a demandé la photo, c'est un droit. Et son argument pour faire tout annuler, c'est qu'on ne voit pas son visage et donc qu'on ne peut pas prouver que c'est lui. C'est le mystère. On voit juste la plaque d'immatriculation du dit véhicule, mais elle ne permet pas d'identifier le conducteur, d'autant plus que cette photo, qui est de particulièrement mauvaise qualité, a été certainement flashée de dos. Le plus inquiétant, c'est qu'un cliché sur deux est pris par l'arrière et ne permet pas de voir le conducteur.
Cela suffit-il à échapper à la justice? Réponse dans quelques instants devant le tribunal de Palaiseau, où comparer l'architecte. Alors ? Écoutez, nous avons eu de la chance, beaucoup de techniques et mon client est relaxé de l'ensemble des chefs de prévention, donc une relaxe pure et simple. Et donc ça veut dire qu'il n'est pas poursuivi, il ne sera condamné à aucune peine, ni une suspension du permis de conduire, ni une amende, ni un retrait de points sur son permis de conduire. Ça peut paraître choquant, mais c'est la faiblesse du système. Une photo sur deux ne permet pas d'identifier le conducteur. Et la loi ne vous oblige pas à le désigner. Elle vous oblige en revanche à respecter les limites de vitesse. Loïc Ratier, commercial sur les routes, a un petit truc pour ne pas l'oublier et ne pas se faire pincer bêtement par les radars. Écoutez. La vitesse autorisée est 7 km/h. À 7,16 km/h. La voile alerte à chaque fois qu'il approche d'un radar fixe. Vous ralentissez? Alors là, j'ai déjà ralenti, donc mais si je ralentis pas, il me le signale et le message ralentissez se répète. Voilà, là on est passé devant le radar, donc il l'annonce. Ça vient de ce petit boîtier électronique vendu 199 €. Grâce à la technologie GPS par satellite, il calcule en permanence votre position et a en mémoire la localisation des radars fixes. C'est légal, car leur lieu d'implantation est public et ils sont même annoncés par des panneaux. Évidemment, ça ne marche pas pour les radars mobiles. Loïc Ratier croit dur comme fer à ce gadget et a même créé sa boîte pour le commercialiser. LW Auto. Aujourd'hui, il fait la tournée des concessionnaires auto de la région de Compiègne. Son problème, c'est que son produit ressemble à ces petites machines sulfureuses. En vente sur Internet, mais strictement interdit en France, ce sont des détecteurs. Ça marche pour les radars fixes, mais aussi les mobiles. Son produit, à lui, est légal. Malgré tout, craignant pour leur image, des marques comme Volkswagen ou Porsche refusent de lui acheter. Bonjour. Loïc Ratier. Comment va réagir ce concessionnaire Fiat Alfa Romeo? GPS. Bon, qu'est-ce que vous connaissez de ces produits pour l'instant? Pas grand-chose. Pas grand-chose, vous en avez entendu parler quand même? Oui, bien sûr. Il le laisse venir et faire sa petite démonstration, mais la question de la légalité leur brûle les lèvres. Enfin, c'est sûr que le détecteur... Alors, c'est pas un détecteur, attention. Ouais, le détecteur, justement, c'est interdit. C'est un avertisseur par GPS. Ah, c'est légal. C'est complètement légal. Ça prévient. Ça prévient. Ça vous rappelle qu'il faut faire attention et rouler, effectivement, à une vitesse, ça vous rappelle la vitesse limite en permanence. Il rame un peu, mais l'idée de ce gadget anti-amende séduit. Est-ce que les clients sont prêts, vous parlent beaucoup des contrôles radars, des verbalisations? Est-ce que c'est quelque chose, donc un produit qui... Les premiers concernés aussi. L'investissement de ça, il faut voir s'ils veulent acheter ça ou payer les PV. Bien. Ils vont en parler à leurs clients. Depuis 1 an et demi, Loïc Ratier a réussi à vendre 40 000 appareils. C'est l'un des rares Français à qui les radars rapportent de l'argent. Alors il faut savoir que les 3 radars qui rapportent le plus se trouvent sur l'autoroute, sur la route de vos vacances. Le premier se situe près de Marseille, le deuxième près de Chalon-sur-Saône et le troisième radar qui rapporte le plus se trouve à l'est de Paris. Nous allons justement rester en France, mais je vous propose de découvrir une destination pour le moins surprenante. Imaginez un coin totalement perdu avec un pont sur lequel passe une autoroute. Qui aurait envie d'aller visiter un tel endroit? C'est pourtant ce qui est exactement en train de se passer avec le pont de Millau, le viaduc de Millau. Au départ, le viaduc de Millau ne devait servir qu'à désengorger la ville de Millau qui était tout le temps embouteillée pendant les grandes vacances. Aujourd'hui, 18 mois après son inauguration, c'est devenu une véritable attraction touristique avec 500 000 visiteurs pendant l'année. Hôtels, restaurants, agences de tourisme, qui sont ceux qui profitent réellement de la mine d'or que constitue le viaduc de Millau? C'est une enquête de Maude Brunel. Ce jour-là, à Millau, c'est le jour de gloire de Christian Commal, agent de voyage. Je vous remercie d'avoir bien voulu accepter de venir à cette conférence de presse. Je remercie également tous les journalistes de la presse écrite et télévisée.
La presse locale est venue admirer ces nouveaux bus. Fier comme Artaban, Christian prend la pause. Il vient d'investir dans ces bus décapotables à 100 000 € pièce. Ils viennent d'Espagne et l'agent de voyage compte les rentabiliser très vite. Allez, Madame Deck. Aujourd'hui, le gratin de Millau a droit à un tour gratuit. Mais dès demain, les touristes paieront 10 € le billet pour admirer le viaduc au plus près. Pour Christian et sa femme Martine, comme pour tous les habitants de Millau, l'arrivée du viaduc, c'est un conte de fées. Néanmoins, je reste sur ces deux pistes, c'est pas un grand but non plus. On ne risque absolument rien. C'est une histoire qui commence le 14 décembre 2004, sur le plus grand pont du monde. Cette limousine qui s'avance, c'est celle du président de la République. Il a fait le déplacement dans l'Aveyron pour inaugurer le viaduc de Millau. Plus haut que la Tour Eiffel, plus long que le Golden Gate, le viaduc, c'est une fierté bien française. Et bravo. Et bravo. Bravo. Et merci. Merci à vous. Ce que personne ne sait alors, c'est que du viaduc, une pluie d'or va se déverser sur les petits commerçants de Millau. Jusqu'ici, Millau était surtout célèbre pour ses bouchons. À 2 pas de la gare, voici l'ancienne agence de Christian et Martine. Pour eux, ce n'est plus qu'un vieux souvenir, c'est même à vendre. Ils y ont travaillé pendant 20 ans. Un peu à l'étroit, mais ça suffisait pour vendre des billets d'avion et organiser des visites pour les gorges du Tarn. Il y avait un bureau là, jusque là, un petit passage là, un autre... Jusqu'au jour où Christian a eu une idée un peu folle. Faire visiter le chantier du viaduc sur lequel il n'y avait rien à voir. Pour ranger les catalogues. Des trous, on faisait quand même visiter des trous. Je l'ai pris pour un fou, enfin c'est pas nouveau, mais là un peu plus que d'habitude. Ah oui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont pris pour un fou parce que personne n'y croyait. Effectivement, qui aurait cru qu'un chantier allait intéresser des touristes? Car voilà ce que Christian Commal faisait visiter, un champ de boue. Au début, les clients se comptaient sur les doigts d'une main, mais au fur et à mesure que le chantier avançait, les visiteurs affluaient. Donc on a commencé avec 2-3 clients par samedi et 2-3 clients par dimanche, pour terminer fin 2004, où on faisait 900 clients par week-end. 900 clients par week-end. À combien de tickets? C'était à 10 €, je pensais. 9 000 € de recettes chaque week-end, ça a permis au Commal de s'offrir une nouvelle agence nettement plus chic. 130 mètres carrés, plus une cave, pareil, plus la mezzanine. Des locaux ultra modernes pour les visites du viaduc qu'ils ont dû embaucher 2 nouvelles recrues qui sont rarement au bureau. Alors il n'y a personne aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est une journée chaude et que tout le monde est en guidage. Aujourd'hui, c'est une journée à 1100, 1200 visiteurs à peu près. C'est ça, Martine? C'est lui qui les gère les dossiers alors, grosso modo. 1100, 1200, c'est énorme. Visiteurs qui ont visité pour nous le viaduc aujourd'hui. Et nous ne sommes pas encore en pleine saison. D'ici la fin de l'été, Christian cornacera 64 000 personnes jusqu'au viaduc. 4, 5, il y a 6 groupes. L'an dernier, grâce à cette activité, le couple a empoché 200 000 € net. Une très bonne affaire. D'autant que la mairie a octroyé à Christian Commal l'exclusivité des accès sous le pont. En contrepartie, il y a une petite contrainte. Christian doit faire venir les cars de touristes jusqu'au centre-ville. Voilà comment des milliers de visiteurs passent chaque semaine par le Mandarousse, la place centrale de Millau. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, je vais vous demander de bien vouloir descendre pour monter dans les cabriolets bus pour aller faire la visite du viaduc. Merci. Ça l'oblige quand même tous les jours à faire transhumer les clubs du 3e âge d'un bus à l'autre en plein centre-ville. Ce n'est pas vraiment pratique. Seulement, cela fait partie du deal que Christian Commal a passé avec la mairie. Le but,
c'est d'obliger le client à venir à Millau, d'aller acheter son ticket en centre-ville à l'office de tourisme et de venir récupérer le bus ici sur la place du Mont-de-la-Rue. Comme ça, il est obligé de circuler dans les rues de Il Millau. va circuler dans les rues de Millau, il va voir les magasins de peau, il va voir les pâtisseries, il va voir les bistrots, il va les magasins de souvenirs et il va dépenser de l'argent. Ça va? Bon, on est parti. Ça va, vous êtes bien installés? Oui. Pour remporter le marché, Christian Combal s'est donc engagé à faire partir ses bus depuis la place centrale. Il doit aussi reverser à l'office du tourisme 3 € par billet vendu. C'est à ce prix qu'il a coiffé sur le poteau 3 autres transporteurs de Millau. C'est magnifique. Hein? C'est un chef-d'œuvre. Retenir après. L'avantage des bus décapotables, c'est la vue, mais il y a un inconvénient, les courants d'air. Je ne vais pas vous le demander un camion, hein, qu'en mètres cubes. Pardon? C'est sœur Bernadette. On pourra réviser. Hein? En tout, 500 000 touristes s'arrêtent pour visiter le pont, et Christian n'est pas le seul à en profiter. Au pied du viaduc, une boutique fait le plein. Elle appartient à la société qui a construit l'ouvrage. Dès les beaux jours, c'est la cohue. Les cartes postales s'arrachent. Voilà, c'est que 2 € tu me prêtes. Vous en avez combien là? J'en ai que 2 et on n'a pas le temps de mettre le doigt sur le... Comment on appelle? Sur le présentoir en fait... Il faut se battre pour attraper cette... Voilà, absolument. Ah mais c'est souvent comme ça, oui. Ouais. Pas tous les jours, mais on a déjà beaucoup de cars et des individuels, donc ça fait du monde, ouais. Ça n'arrête pas. C'est un bel ouvrage. Radia sur tout ce qui porte l'image du viaduc. T-shirts, tasses, briquets, il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. En saison, cette boutique fait 9 000 € de recettes par jour. Et tout cela est produit par une seule personne. Un homme est le seul à pouvoir exploiter l'image du viaduc, le photographe de Millau. Dans le centre, sa boutique reste souvent éclairée jusque tard dans la nuit. Daniel Jam ne compte pas ses heures supplémentaires. Il tire les cartes postales du viaduc dans son arrière-boutique. Je travaille assez souvent entre 21h et 2-3 heures du matin, c'est fréquent. Il en est à plus d'1 million d'exemplaires vendus. Il est le seul à avoir le droit de commercialiser des produits dérivés du viaduc, une exclusivité qui fait jaser à Millau. Ça a créé pas mal de jalousie sur la ville. Ça s'est traduit par une perte de clientèle au niveau de mon commerce, tout simplement, du jour au lendemain. Cette exclusivité en or, Daniel la doit à un coup de chance formidable. L'image du pont appartient à Eiffage, la société qui l'a construit. Au départ, elle avait besoin de photos du chantier et avait fait appel à Daniel. Mais ce qu'Eiffage n'avait pas prévu, c'est que les touristes débarqueraient et que tous voudraient des souvenirs. Daniel tombait à pic. Il fallait des cartes postales. C'est à lui qu'ils ont confié le job. Et voilà comment notre photographe se retrouve à la tête d'un petit empire commercial. L'image du viaduc, il la décline maintenant à toutes les sauces. Il sort régulièrement de nouveaux produits avec son associé aux cheveux blancs, Michel Martin. Michel, ça va toi? Ça c'est le cube, c'est le prototype du cube là qu'on avait envisagé. Il se trouve aujourd'hui, ils réfléchissent à un puzzle en cube. Mais lui et son associé ne sont pas toujours d'accord. Objet décoratif et déstressant. Je trouve laid, avec un L majuscule. Comment vous le trouvez? Laid, avec un L majuscule. Il est tristounette. Laid, mais qu'importe les goûts et les couleurs, l'image du pont se vend sous toutes ses formes. Leur dernière création, c'est le set de table Viaduc de Millau. Je ne devrais pas te le dire, Lionel, mais ils sont superbes ces sets. Lionel, c'est le fabricant. Aujourd'hui, il est venu négocier les prix. Par contre, tu vas un peu aligner sur le prix. Il va falloir faire un effort. Si on t'en propose 50 000. 50 000. Je vous écoute, monsieur Terral. Faire un petit geste commercial de je sais pas moi. Ça vous dit un petit 3%. Ne t'étouffe pas.
Allez, sec. On est bien dans l'Aveyron. 4. Tu as de la montagne, non, c'est... Dans l'Aveyron, les gens sont réputés près de leurs sous. 5% pour 50 000 exemplaires, ça m'apparaît réglé. On le sait, il va vous rester combien On fait ça pour le rien, pour faire un joli. Des bricoles. Des bricoles. Pour faire un joli. Ouais. C'est marrant comment vous êtes à Paris. Vous pensez qu'au sous. Nous, ici, moi, ce matin, j'ai bien déjeuné, ça me suffit. Ils ne sont pas très bavards quand il s'agit de parler d'argent. Mais attention, Daniel et son associé doivent reverser 30% de leurs recettes à la société qui a construit le viaduc. Ça leur laisse largement de quoi vivre, même s'ils la jouent modeste. J'ai pas de bateau, j'ai pas de maison secondaire. Je continue à vivre totalement normalement. Vous n'avez pas changé de... De train de vie, absolument pas. Le seul signe extérieur de richesse qu'il s'autorise pour l'instant, c'est ce 4x4 acheté à crédit. Et il n'a pas de souci à se faire, son contrat d'exclusivité court jusqu'en 2010. Le viaduc. Grâce à lui, à Millau, certains sont même devenus des roitelets. 21h, Vincent Gineste passe récupérer ses enfants chez ses parents. Salut. Ouais. Dans la famille, on est restaurateur de père en fils. C'est terminé de voir ou pas? Dans les années 80, Monsieur Gineste, père, a racheté un restaurant en faillite. Ça, c'est une migration. En 66, du premier bâtiment. C'était une cafétéria, pas vraiment folichonne. Mais le plus, c'est qu'elle était juste au bord de la route nationale. C'est à ce moment-là que vous vous êtes dit, ça va devenir intéressant. Ça peut devenir intéressant. C'est-à-dire que... C'était l'emplacement. C'était l'emplacement. L'emplacement, c'est pas le bâtiment, parce que le bâtiment, je l'ai acheté en faillite. Les Ginestes vont tout moderniser, repenser la déco façon années 80. Soirée disco, mariage, très vite l'affaire décolle. Au fourneau, Monsieur Gineste règne sur une brigade de 7 cuistots. Je crois que je flambe le lièvre, là, ou un gigot, ou un truc comme ça. On a fait flambier, vous. Oui, on faisait flambage. Oui, c'est un flambeur. Mais l'euphorie va être de courte durée. Les Ginestes apprennent que la route nationale devant leur restaurant va se transformer en autoroute. Seulement, aucun accès n'est prévu, plus personne ne pourra s'arrêter chez eux. Ça sera autoroute et vous n'êtes plus desservis. Et les changeurs ne se fera pas cet endroit. Je venais de faire quand même un investissement de 8 300 000. On s'est retrouvé en culotte courte. Ah, plus rien. Je vais vous chercher le dossier, je vais vous le chercher. Et le dossier, c'est quelque chose. Voilà le dossier. 11 ans de négociation. Des kilos de documents pour obtenir une bretelle d'autoroute. C'est l'affaire après de construction, c'est autre chose. Mais ça, c'est uniquement négociation pour arriver à la concession. Leur affaire a fait la une de la presse locale. En France, tous les commerces sur les autoroutes appartiennent à l'État. Les Ginestes ont dû céder le bâtiment et le terrain pour un franc symbolique. En contrepartie, ils ont le droit de l'exploiter pendant 30 ans. Et sans le viaduc, qui se situe à 2 pas de leur restaurant, ils ne se seraient sans doute pas lancés. Car ils ont dû en plus financer eux-mêmes tous les accès à leur restaurant. Bretelles, ronds-points, parking, c'est la règle sur autoroute. Donc les travaux... Et puis après, tout ce qui est ici, Ça a coûté combien ça, tout le... là, c'est sur une tranche de 2 millions d'euros. Pour avoir l'accès, je dirais, à l'autoroute. Voilà, c'était les conditions. Avec la rénovation du bâtiment, ils ont dû emprunter 7 millions d'euros, alors qu'ils ne sont plus propriétaires. Et donc au bout de 30 ans, le bâtiment, tous les investissements qu'on a engendrés reviennent dans le domaine public. C'est-à-dire que vous allez le rendre à l'État. On le rend à l'État. Sans rien, sans compensation. Sans compensation, non. C'est un peu dur à avaler, mais d'ici là, les Ginestes ont largement le temps de se rattraper. Et donc au bout de 30 ans, le bâtiment, tous les investissements qu'on a engendrés reviennent dans le domaine public. C'est-à-dire que vous allez le rendre à l'État. On le rend à l'État. Sans rien, sans compensation. Sans compensation, non. C'est un peu dur à avaler, mais d'ici là, les Ginestes ont largement le temps de se rattraper. À l'intérieur, comptez 1 heure d'attente pour déjeuner. Ici, l'on sert plus de 700 repas par jour. Et c'est beaucoup plus rentable qu'un restaurant traditionnel. Si le patron est sur tous les fronts,
c'est qu'il y a un minimum de personnel en salle. Voilà, allez-y. La difficulté à ce jeu, c'est de garder une cravate propre tout le service. Ça va. Ah, elle est neuve. Nous sommes dans un self, les clients se servent eux-mêmes et sont censés débarrasser leur plateau. Du côté des cuisines, ils ne sont plus que 3. Autant dire que le lièvre flambé de Papa Gineste, c'est terminé. Bienvenue au royaume du sous-vide. Le poufidou, un plat régional. Nous avons le canard à l'orange, tout ce qui est pour les desserts ici, donc les flottantes, la neige, tout prêt. Aucune préparation, c'est moins de main-d'œuvre et un minimum de stock. Illustration avec la tarte aux poires maison. Alors voilà, c'est ça. Vous voyez ? Fond de tarte. C'est un fond de tarte, poussi paille on appelle ça. C'est fait avec le fond de tarte brisé. Et là vous avez l'appareil à amandes. Et donc il n'y a plus qu'à mettre les fruits dessus. Voilà. Quelques moitiés de poires en conserve artistiquement disposées. Le plus dur est fait. Voilà, et après on a juste à faire le trajet directement dans le four. Voilà. Une demi-heure de cuisson. Et voilà le résultat. Bon appétit. Farandole des desserts, cocotte en fonte façon grand-mère et jambon croustillant. On jurerait du fait maison. Aujourd'hui, Vincent Gineste règne sur un véritable multiplex de la restauration. Avec son petit bar, une sandwicherie 2 jambons blancs et des desserts. et également un lieu stratégique. Une boutique de souvenirs où il vend des produits régionaux. Un lieu très prisé par les artisans locaux. Grâce à sa position en or près du viaduc, Vincent a attiré 800 000 personnes l'an dernier. Et il est à l'affût de toutes les opportunités. En ce moment, il essaye de tirer parti d'une petite guerre qui se livre à 15 km de là. Le nom de ce village vous dira sûrement quelque chose. Roquefort. Ici, le roi, c'est la marque Société, 80% du marché. Et derrière, il y en a beaucoup d'autres. Papillon, Coulet ou Karl. Entre ces outsiders, c'est une guerre de notoriété qui se joue. Et cela, pour Vincent, c'est une aubaine. Depuis un mois, avec son adjoint, il demande aux fournisseurs de Roquefort un genre de droit d'entrée. Il faut maintenant qu'ils payent pour pouvoir mettre leur fromage en rayon. Là, en gros, vous leur demandez combien 300 € mètre linéaire. C'est-à-dire, par exemple, là. Voilà, 300 €. Ça, c'est 300 €. Voilà. Cet argent doit servir à améliorer la présentation. Pour l'instant, tous les fournisseurs ont accepté, un seul refuse, la maison Coulet, pour qui la facture est salée. Ça va faire 1, 2, 3, 4, 5. À peu près, ça fait 5, ça fait 1500 €. Combien 1500 € à peu près. Et il veut pas payer? C'est un Aveyronais comme moi. On enlève une plante en bas. Coulet vient négocier cet après-midi. Voilà. Vincent lui prépare une petite surprise pas très agréable. On va essayer. Il déménage les Roquefort Coulet du rayon et les remplace par ceux d'un autre fabricant. Par la maison Papillon, avec qui on travaille également depuis un mois. Ce n'est pas par hasard, Vincent parie que Coulet ne supportera pas de voir son rayon plus petit que celui de Papillon, son plus grand rival. À Roquefort, voici Jean-Pierre Laure, l'héritier de la maison Coulet. Son fromage, c'est sa fierté. Il remporte médaille d'or sur médaille d'or au concours agricole. Pour lui, pas question de céder à Gineste. Il part négocier très remonté. Je suis pas d'accord. Parce que c'est. Oui, c'est excessif. Pour ma part, c'est excessif. Vous trouvez que sa position près du viaduc, il la vend trop cher? Mais il est très bien placé puisqu'il est à 5 minutes du viaduc. Donc les gens s'arrêtent. Et moi, je veux y être
Je souhaite y être, mais pas à n'importe quel prix. Pas 1 700 €. C'est trop. À combien vous seriez prêt à y aller ? 150, 200. Il est bien décidé à ne pas lâcher plus de 200 € du mètre. La négociation s'annonce serrée. Jean-Pierre arrive les bras chargés. Bonjour Vincent. Il a prévu une petite dégustation pour essayer d'amadouer Gineste. Déguster, je vais te faire déguster. Ah ouais, mais là, moi, je vais pas te le déguster, là. Moi, j'aime pas le roquefort. Ah, tu n'aimes pas le roquefort? Ah non. Bon, je suis un très bon vendeur. Mais j'en doute pas, mais... Ça part mal pour Jean-Pierre. Vincent rentre direct dans le vif du sujet. Pour la vente, alors... Mais tu n'aimes pas le roquefort? Mais j'aime pas le roquefort. Ça revient à 300 € à peu près du mètre linéaire. 300 €? Ouais. 300 €? Mais aussi que je vais les trouver, moi, 300 €, c'est... Eh bien, là, quand même... Tu veux pas les voir, hein? Allez, on y va. Le fabricant va découvrir son étal réduit au minimum. Donc toi, aujourd'hui, t'as ça. Aujourd'hui, Et dernière, Vincent insiste là où ça fait mal, la concurrence. Papillon, 5 mètres. Ok, papillon, 5 mètres. Pour avoir autant de surface que Papillon, il faut mettre la main à la poche. Donc ça fait 5 x 3, 15, ça fait 1 500 €. Voilà. Et là, tu es, je dirais, incomparable, un pourcentage, tu auras le même facing que peut l'avoir Papillon. Voilà. Ah, c'est beaucoup quand même pour un linéaire comme ça, 300 €. Mais bon... Il faut que ce soit au moins comme Papillon. Au moins. Voilà. Bon. Jean-Pierre hésite encore. La tactique Gineste va-t-elle fonctionner? Je veux faire un grand pas et il faut que j'en parle à ma direction, mais je serais d'accord pour le budget de 300 € là-dessus. Donc ça ferait 1500 €. Bon, mais ça... Ok. Je ferai ce grand pas. Marché conclu. Ok. Voilà, comme ça c'est bon, c'est fait. Jean-Pierre repart avec ses plateaux dégustation sous le bras. Il est un peu dépité. Il faut dire que Vincent Gineste ne lui a pas laissé le choix. Vous avez vu votre espace réduit à côté des concurrents, ça a été extraordinaire. Ça a été un choc. Mais bon, en tout cas, on va récupérer tout ça. Il se comporte comme, un peu comme une grande surface. Oui, il a raison. Allez, je vous laisse, on y va. À ce rythme-là, dans 10 ans, l'emprunt des Ginestes pour leur reste-route sera totalement remboursé. Reste à savoir si l'engouement des touristes pour le viaduc durera aussi longtemps. Alors quand on regarde les grandes tendances en matière de loisirs, on s'aperçoit que les Français veulent de plus en plus profiter de leurs vacances en faisant du tourisme culturel. Et de ce côté-là, on peut dire qu'on est plutôt gâté, puisque la France compte pas moins de 10 000 châteaux ou musées à visiter. C'est un record en Europe. Alors a priori, on pourrait se dire que le marché est saturé et qu'il faudrait être fou pour se lancer dans un tel business. Et pourtant, le personnage que vous allez maintenant découvrir a décidé de tenter ce pari. Il a récupéré 3 châteaux en ruine dans le Périgord pour en faire des attractions touristiques de premier plan. Alors, quels moyens utilise-t-il pour se faire une place dans une région qui regorge de trésors? C'est un reportage de Gilles Delbos. Il s'appelle Rossillon. Prénom, Kléber. Problème, il a encore oublié le code pour entrer dans sa nouvelle maison. Vous voulez qu'on leur dise de... Ouais. Je vais dire d'abaisser le pont-levis maintenant. Là. Vous connaissez le pont-levis depuis votre téléphone portable? Oui, j'ai pas la télécommande si vous voulez. J'aimerais bien avoir la télécommande pour le pont-levis, mais je l'ai pas. Oui, bonjour Patricia, j'arrive. Oui. Oui. Un simple coup de fil, et le pont-levis du château de Langeais s'abaisse pour laisser entrer le nouveau patron. Kléber Rossillon est pressé, car ce matin, il a rendez-vous avec une jeune femme, et pas n'importe laquelle. Une reine de France, s'il vous plaît. Anne de Bretagne, qui a régné à la fin du XVe siècle et qui vécut ici même, au château de Langeais. L'endroit vous plaît-il? Oui. Ici, nous festoyons, nous mangeons, nous nous divertissons. Les repas de fête peuvent durer des journées entières.
La voix n'est pas tout à fait posée. Il faut dire que la jeune femme n'est pas comédienne. Dans une semaine, elle guidera des touristes. Les serviteurs qui ont dressé la table ôtent les planches et les tréteaux. Tenez, regardez. Vous voyez qu'il ne s'agit que de planches posées sur des tréteaux. Vous voyez que tout se démonte. Mes meubles sont faciles à transporter. Kléber vient de récupérer la gestion de ce monument historique qui appartient à l'Académie française. Sa spécialité, reprendre des châteaux en perdition dont il relance la fréquentation en les animant pour rendre leur visite plus attractive. Beaucoup de gens, notamment les Français, aiment bien qu'on leur présente le château comme ça a été présenté par Anne de Bretagne, c'est-à-dire de façon très, très vivante, et puis avoir un dialogue, raconter des anecdotes. Donc c'est ça qui plaît. C'est classique, mais c'est vraiment nécessaire de remettre ça, de bien organiser cela. Car pour l'instant, tout va mal au château. La fréquentation est en chute libre, 150 000 visiteurs il y a 15 ans, tout juste 80 000 aujourd'hui. Quand d'autres, à côté, comme Chenonceau ou Villandry, en attirent jusqu'à 10 fois plus. Les salles sont vieillottes, les touristes un peu perdus car il n'y a aucune indication. Que faut-il regarder? Le pare-feu de la cheminée? Et qui sont ces deux personnages? Les touristes doivent se débrouiller avec quelques plaquettes disponibles à l'entrée de chaque salle. Kléber veut tout changer et faire de Langeais le château de la Loire, où l'on viendra découvrir la vie quotidienne à la fin du Moyen-Âge. Pour cela, il veut tout rénover. En 2 ans, il prévoit d'investir 400 000 €. Il refait les peintures et les tentures, mais voici son plus gros chantier, la mise en scène du mariage d'Anne de Bretagne. Bonjour madame. Un son et lumière avec vidéo et personnages de cire très réalistes. Au 15e, on était beaucoup plus petit qu'aujourd'hui. Alors, le roi de France, ça. Charles VIII, de taille réelle, parce qu'il était beaucoup plus petit que moi, et Anne de Bretagne, qui avait 14 ans, au moment de son mariage. Et qu'est-ce qu'ils font là? Donc, ils viennent de célébrer leur mariage. C'est là que ça s'est passé, c'est ça qui change tout. Je pense que quand vous allez entrer dans cette salle et que vous allez voir ces personnages, il faut que les gens aient un choc et se disent, ben voilà, c'est là que ça s'est passé, un moment important de l'histoire de France. Pour aider les touristes à revivre l'événement comme s'ils y avaient assisté, Kléber est attentif aux plus petits détails. C'est Anne de Beaujeu, la fille préférée de Louis XI. Ce sont leurs portraits fidèles. Ils étaient aussi vilains en vrai que... le roi, il n'est pas fantastique. Le roi était vraiment comme cela, oui, il n'était pas... C'était vraiment très moche. Hein. Oui. Enfin, si je peux me permettre. Hein, La taille de l'image... Les techniciens ont travaillé jusqu'à tard la veille pour préparer la première. Tout doit être parfait car dans 48 heures, ce spectacle se jouera tous les quarts d'heure, 7 jours sur 7. Mais ça ne fonctionne pas. Les notaires, l'éclairage sur les notaires ne change pas depuis le début du... Non, ça ne fonctionne pas là, en ce moment. Les projecteurs, censés éclairer les personnages au fil du texte, sont un peu faiblards, sans compter qu'on n'entend rien. Si. Ah non, mais moi j'ai rien vu depuis le début. Ah bah c'est pas bon du tout. Hein. Ah c'est pas bon du tout. Hein. Alors là... Bon, allez, on va rester là parce que c'est pas la peine de passer la matinée. Kléber a signé pour 15 ans d'exploitation. Il y a encore du boulot, mais il est très confiant. Ce polytechnicien de 51 ans, ancien ingénieur de l'armement, a tout plaqué voilà 10 ans pour sa passion, les vieilles pierres. Et il n'en est pas à son coup d'essai. À 400 km d'ici, son premier fait d'armes était un défi autrement plus improbable. La brume se lève lentement sur la rivière Dordogne. Nous sommes en Périgord. C'est la première destination du tourisme vert en France. 2 millions de visiteurs tous les ans. C'est ici que Kléber a commencé dans les vieilles pierres. Il ne pouvait pas choisir plus difficile. La Dordogne, c'est des centaines de villages et 1000 châteaux qui tous se battent pour attirer les visiteurs. Parmi eux, il y a une star incontournable. La forteresse de Beynac, le château du film Les Visiteurs, un des plus beaux sites de France. Au cas où certains en douteraient, dès l'arrivée d'ailleurs, la guide tient à rassurer les touristes. Alors je ne sais pas si on vous l'a dit, je vais vous le dire de suite, vous avez fait le bon choix.
Vous êtes ici dans le plus beau château du Périgord. Voilà. Un château privé, comme la plupart en Périgord. Et comme beaucoup, s'il est bien retapé, à l'intérieur, il est plutôt vide. Mais pour les 7 € du billet, les touristes ont le privilège de saluer Denise, la châtelaine. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Denise Grosso, l'épouse du propriétaire, salue ses visiteurs comme des invités. Ça vous a plu? Incroyable. Pourquoi? Beaucoup d'histoires. Si vous désirez rejoindre un guide, c'est maintenant. D'accord. Ou bien alors vous attendez un petit quart d'heure. Bon, on attend un petit quart d'heure. Oui, à cette chaleur, faut pas se bousculer. Par contre, on peut peut-être prendre des places tout de suite. Mais avec plaisir. Voilà. Depuis 35 ans, Denise tient la caisse du château de Baynac, qui est sa maison. Sans jamais faire aucune publicité, elle accueille 110 000 visiteurs. Souriante avec les clients, mais féroce avec les resquilleurs. Vous avez votre ticket? Ah non, je sais pas. Mais alors, madame, qu'est-ce qui se passe? Vous pensiez? Non, oui. Oui. Eh bien, écoutez, madame, si c'était gratuit, je vais vous dire, je serais à la maison. Je ne serais pas ici. Voilà. Et puis, de toute façon, hein, les ouvriers, il faut les payer. Hein. Quand ils sont pas gentils, je les mets dehors. S'ils sont pas contents, moi, je les ai pas fait rentrer comme ça. Vous n'êtes pas content? Regardez, il y en a plein en face. Alors, vous allez en face. En face, c'est à Castelnau. Un château ouvert à la visite lui aussi, l'ennemi de toujours. Alors, Castelnau, au cours des siècles, a été notre ennemi. Quand nous étions français, ils étaient anglais. Quand nous avons été catholiques, ils étaient cathares. Et quand nous avons été protestants, ils étaient catholiques. De quoi alimenter des conflits, et ça va durer des centaines d'années. Dites-moi, vous parliez d'une guerre entre Castelnau et Baynac, c'est vraiment terminé? Ou ça dure encore un petit peu aujourd'hui? C'est pas la même façon de gérer les choses, mais c'est tout. On ne peut pas parler de guerre. Castelnau, de l'autre côté de la vallée, c'est justement le premier château de Kléber-Rossillon. Merci. Il peut remercier les touristes qui le laissent passer. Merci. Car il a gagné la bataille. L'an dernier, Kléber a accueilli plus de 210 000 visiteurs à Castelnau, 2 fois plus qu'à Baynac. Castelnau est désormais le château fort le plus visité du midi de la France. Et pourtant, voilà son état il y a tout juste 40 ans, quand les parents de Kléber l'ont acheté sur un coup de cœur. On a peine à le reconnaître. Un tas de ruines, envahies par les broussailles. Aujourd'hui, c'est une sorte de parc d'attractions entièrement dédié à la guerre au Moyen-Âge, la grande passion de Kléber. Pointez en avançant le pied droit. Le pied droit. Façon ceci donc. On met les visiteurs dans la peau de chevaliers qui se préparent au combat. Et en plus, on leur parle en vieux français. Attention, c'est parti, j'attaque à la senestre. Nous y allons. Bien. Épaule dextre. Parfait. Le genou senestre en bas. Le genou dextre de l'autre côté. Et la tête. Bien. Allez, on l'encourage un petit peu. Allez. 35 personnes y travaillent en saison, dont 8 permanents, car c'est ouvert tous les jours. Roi d'Angleterre. Donc pour la première fois, Castelnau revient aux Anglais. Jusqu'aux forgerons qui façonnent des pointes de flèches. Pointe que vous avez peut-être vu dans le château. Les enfants peuvent toucher à tout. Ah, c'est pointu. Et vraiment se croire au Moyen-Âge. Mais les épées, ils n'avaient pas intérêt à faire des épées. C'est la moulin avant. Toutes ces animations sont comprises dans les 7,20 € du billet. Et comme allongé, Kléber les a imaginées pour rendre la visite plus vivante. L'homme a l'air bien maladroit. Et toi, coquin? Quand on entre à Castelnau, on découvre le château vivant qui se prépare à un assaut et donc tout est en place pour y répondre. Il faut faire des flèches, il faut s'entraîner au combat en bas. Oui, absolument. À l'intérieur, les visiteurs découvrent une collection de véritables armes médiévales. Mais le clou du spectacle est le résultat d'1 an et demi de recherche de Kléber, qui était alors ingénieur de l'armement au ministère de la Défense. Depuis 6 siècles, personne n'avait réussi à reconstruire un trébuchet, la plus puissante des armes de guerre du Moyen-Âge.
Pendant 1 an et demi, avec l'aide de charpentiers, Kléber-Rossillon s'est plongé dans de vieux parchemins du XIIIe. Il a investi 30 000 € pour enfin parvenir à comprendre comment fonctionnait cette machine. Tout est un problème de calcul des proportions entre l'endroit où va être placé l'axe, entre la masse du contrepoids et la masse du boulet, la longueur des cordes, le positionnement de la poche. Nous avons réussi à tirer ces boulets à 220 mètres. Et quand on fait plusieurs tirs successifs, les pierres retombent dans le même trou. Donc cela montre que ces machines sont extrêmement précises. Des machines de guerre qui sont devenues une référence scientifique et une curiosité touristique. Depuis 10 ans, avec ses engins et ses animations, Castelnau fait le plein. L'été, le château est ouvert de 9h à 20h. Château, alors 7,20 s'il vous plaît. En saison, Castelnau encaisse autour de 20 000 € par jour. Bonjour. Oui. Bonjour. 11 personnes. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui, c'est une journée assez chargée. À plus de 1000 entrées. Depuis ce matin? Depuis ce matin, oui. L'exploitation dégage un bénéfice de 200 000 €. Mais attention, Castelnau n'est rentable que parce que Kléber ne compte pas les sommes faramineuses qu'une des familles les plus riches de France a investi dans sa restauration. Et cette famille, c'est la sienne. Avec sa Citroën Picasso, il ne paye pas de mine, et pourtant, notre polytechnicien passionné d'histoire est très modestement l'un des héritiers d'une des plus grandes fortunes d'Europe. Il a passé son enfance ici, mais Kléber est par sa mère un Sédou Schlumberger, une famille dont le patrimoine était estimé en l'an 2000 par le magazine américain Forbes à 8 milliards 600 millions de dollars. Un empire fondé par son arrière-grand-père, Marcel Schlumberger. Cet ingénieur centralien a mis au point, avec son frère dans les années 20, les techniques modernes de prospection pétrolière. 4 générations plus tard, les héritiers sont toujours à l'abri du besoin. Et la famille de Kléber possède en toute discrétion la 4e fortune de France. Ils ont investi des millions d'euros dans les ruines de Castelnau. Mais pourquoi vos parents, puis vous-même, vous êtes-vous pris de passion pour ce tas de ruines, en fait? Par amour des vieilles pierres. Ça, c'est un... Je dirais que regarder pierre après... C'est comme des énigmes, finalement. Savoir comment était un bâtiment à sa construction. En 95, il s'y met à plein temps. Lâche son poste d'ingénieur dans l'armée. Il a fallu un hélicoptère pour transporter les matériaux. Des travaux gigantesques. Il a investi 1 million d'euros pour achever la restauration. Mais pourquoi diable engloutir de telles sommes dans une activité qui, on le sait bien, coûte souvent plus cher qu'elle ne rapporte? Est-ce seulement la passion? Nous avons voulu en savoir plus et nous avons eu la réponse dans cette petite maison au volet rouge. C'est la mairie. Le bastion du député-maire socialiste, lui, son prénom c'est Germinal Perrault, un ancien copain de classe de Kléber. Vous avez votre bureau à l'ombre du château. Voilà, exactement. C'est tout le village qui vit à l'ombre du château, en fait, un peu, non? Bien sûr. Mais oui, on ne s'appellerait pas Castelnau, sinon, puisque le château a donné le nom au village. Il le sait bien, le seul amour des Rossillon pour les vieilles pierres ne suffit pas à comprendre de tels investissements pharaoniques. On ne peut pas faire ça sans passion, et Kléber Rossillon, qui est un ami d'enfance, est passionné par ce qu'il fait. Bon, il a aussi des intérêts financiers, hein. Il fait partie des plus grandes fortunes de France, et tout le monde sait aujourd'hui que quand on achète un monument historique, quand on le restaure, quand on l'ouvre à la visite, eh bien, on a des avantages fiscaux qui sont conséquents. Donc c'est une façon aussi d'améliorer le patrimoine familial qui est déjà très conséquent. C'est-à-dire que le château de Castelnau est une machine à faire de la défiscalisation et à gérer le patrimoine familial? Bien évidemment. La défiscalisation. Rénover un monument historique ouvert au public permet à Kléber et à sa famille de déduire des sommes énormes de leurs revenus. Les charges, les intérêts d'emprunt et le montant de tous les travaux sont déductibles sans limite.
Rénover des châteaux et les ouvrir au public est donc avant tout pour Kléber une manière élégante de gérer sa fortune. Mais sur ces questions, il a préféré rester discret. Une chose est sûre, quant à Castelnau, les rénovations se sont terminées. Il a traversé la vallée pour recommencer juste en face, ici à Marqueissac. C'était une friche. En 12 mois, il y a investi 1,5 million d'euros. Ici, il n'a pas misé sur le bâtiment, mais sur ses jardins. Il les a entièrement resculptés. Des buis taillés à la façon du 19e siècle, et le résultat est spectaculaire. C'est devenu le jardin le plus visité du Périgord. Une curiosité qui attire 130 000 touristes chaque année. Rien ne semble pouvoir calmer l'appétit de Kléber pour les forteresses en Périgord. Voici son dernier pari, le plus audacieux. Promouvoir la forteresse de Comarque. Un bouquet de châteaux oubliés. D'ici 3 ou 4 ans, il espère attirer 60 000 touristes dans ce site magique, perdu au milieu de la nature. Comarque, Marqueissac, Castelnau. En Dordogne, Kléber règne désormais sur 3 châteaux et près de 450 000 visiteurs. Pour finir, il ne lui manque en fait qu'un seul point de vue sur la vallée. Beynac. Rappelez-vous, le voisin d'en face, le château des visiteurs, l'ennemi ancestral. Mais là, il y a un os. À l'intérieur du château, il y a le mari de Madame Denise. Bah oui. Et il est encore moins commode qu'elle. Lucien Grosso, propriétaire depuis 61. Un personnage comme on en croise peu, bientôt 96 ans et une vie de roman. Le tirage là. Allez, bois un petit peu de champagne. Un très vieil homme qui se soigne au champagne. C'est un bon traitement, le champagne, quand même, apparemment. Oui, vous avez vu comment ça sort bien? Lucien est un Corse qui a fait carrière et fortune dans les casinos, les cabarets, entre Abidjan et Marseille, à la grande époque des tontons flingueurs. Il s'enorgueillit même d'avoir son portrait dans ce livre sur le milieu et les parrains corses. Il paraît que vous êtes dedans, c'est vrai? Oui. Dans la Paris-Corse? Ouais. Eh oui, j'y suis. C'est obligé que j'y sois. Pourquoi? Ma mère était corse. Oui, enfin, il y a beaucoup de Corses qui sont pas les livres sur les parrains. Exactement. Mais Lucien, lui, avec ses 12 cabarets, il y avait toute sa place. Est-ce que c'est différent à tenir d'un cabaret, un château fort? C'est moins dangereux. Ah ben certainement. Évidemment, avec un tel pédigré, Lucien Grosso et son épouse dénotent dans le paysage. Et la chronique locale veut que les parents de Kléber n'aient jamais digéré de voir cet énergumène leur souffler ce château, fleuron de la vallée. Si l'on en croit le député du coin, les Rossillons auraient même tout tenté pour essayer de leur racheter Beynac. Le propriétaire de Beynac, qui est un rebelle, un personnage assez très particulier, a refusé de leur vendre le château. Il voulait l'acheter Beynac? Bien sûr. Il a eu le chèque sur la table. Hein. Chèque de combien? 25 millions de francs à l'époque. Kléber rêve-t-il toujours de se payer Beynac et de contrôler ainsi toute la vallée? Voilà. Vous avez développé Castelnau, repris Marqueissac. La prochaine étape, c'est Beynac, le château de Beynac. Ah, bah, chacun. Non, sur des châteaux séparés. Vous faites pas rêver un peu? J'aime beaucoup le château de Beynac. J'aime beaucoup le château de Beynac. Ah non, mais il n'y a pas à vendre. Non? Non, mais il y a pas, la question ne se pose pas. Non. Ah oui. Pour Kléber, la question ne se pose pas. Ou plutôt, elle ne se pose plus. Les Grosso, qui n'ont pas d'enfants, se sont choisis un héritier à qui ils ont tout donné, pour être bien sûr qu'après leur mort, Kléber ne récupérera jamais leur château. De toute façon, on est là, c'est à nous, ça. Ce sera Albéric de Montgolfier, c'est tout. Ils ne l'auront jamais, toute cette famille, même avec leur argent. Tout cela, tenez-vous bien, parce qu'aux élections municipales de 1965,
Philippe Rossillon, le père de Kléber, a été élu maire du village sur une liste de gauche. Et tout ça, c'est les communistes. Des gens dont le vieil homme ne partage pas les idées. Dans leur programme, ils voulaient récupérer une part des revenus de son château. Être taxé par un milliardaire allié à des rouges, cela même contre lequel il faisait le coup de feu il y a 60 ans. Lucien ne l'a jamais digéré. C'est des communistes ici. Et moi, je les ai tués. À la grande époque. J'en ai tué un paquet. Oui. C'est peut-être pas les mêmes. Peu importe. Alors, c'est les cocos ici. Hein. Si on n'avait pas les communistes encore sur le dos ici, on serait le plus beau village de la Dordogne. Élucubration ou résistance obstinée à une famille qui verrait ce coin de vallée comme son jardin. Quoi qu'il en soit, Kléber n'aura donc pas Bénac. Le fleuron du Périgord continuera longtemps encore à défier son rival de Castelnau. Mais désormais, la guerre ne se joue plus à coups de boulet, mais de tickets d'entrée. Alors on l'a vu, le tourisme vert connaît un certain succès aujourd'hui, mais la destination préférée des Français en été, ça reste d'abord le bord de la mer. Et pour ceux qui passent leurs vacances sur les plages, il y a justement un produit qui se vend de plus en plus, c'est le bateau à moteur, surtout le petit hors-bord. Les ventes ont triplé depuis 10 ans. Il faut dire que les prix ont beaucoup baissé, puisqu'aujourd'hui, pour 3 000 €, c'est-à-dire le prix d'un scooter, vous pouvez acheter un bateau à moteur gonflable. Alors comment une famille française a-t-elle bâti un mini-empire en inventant le bateau de Monsieur Tout-le-Monde il y a 50 ans? Aujourd'hui, comment fait-elle face à de nouveaux concurrents? C'est un reportage de Simon Villetard. Il rêvait de ce joujou. Il vient de se l'offrir. Eric, 40 ans, est kiné à Paris. Mais en ce moment, il descend tous les week-ends sur la Côte d'Azur. À la barre de son monstre des mers, à lui la vitesse, l'eau turquoise et les plages désertes. C'est joli hors saison, hein, surtout. Il n'y a pas trop de monde. Grâce à son bateau, il évite les plages bondées et les criques envahies de touristes. Et entre deux plongées, il a tout le confort à bord. Même pas besoin d'avoir une maison dans la région. Ils ont trouvé un système astucieux d'ouverture de porte. À l'avant, il y a un cabinet de toilette. Comme ça. Donc ici, on passe sur le compartiment cuisine. À l'arrière, on peut se faire à manger. Petit évier. Et pour pouvoir déjeuner. Et le soir, il a même un endroit pour dormir. Oui. Voilà, alors il suffit, c'est simple. On ouvre, on transforme ça finalement, c'est une tente. Les bateaux à boudin gonflable font un malheur en ce moment grâce à un argument, leur prix. Celui d'Eric a coûté 100 000 €, mais on en trouve beaucoup moins cher. À partir de 3 500 €, un hors-bord pour le prix d'un scooter. Ladies and gentlemen. Dans les ports français, vous ne pouvez pas les rater. Un bateau à moteur sur 3 vendu actuellement est un bateau pneumatique. Et du coup, sur ce marché en ce moment, l'ambiance est à la bataille navale. De nouveaux fabricants italiens, américains et asiatiques s'attaquent au leader historique. Le français Zodiac, qui doit redoubler d'imagination pour séduire les capitaines du dimanche. Le golfe du Morbihan, dans le sud de la Bretagne. J'habite juste là, donc à 50 à 20 mètres. Jérôme Legrel, agent immobilier parisien, y a une résidence secondaire au bord de la mer. Et ce matin, il vient d'acheter un engin plutôt bizarre. Il tient dans un coffre de voiture et il n'est pas très lourd. Contrairement aux apparences, il ne s'agit pas d'une tente de camping. On l'aura deviné, c'est un bateau. Merveilleux. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Le bateau se monte comme un meuble en kit. C'est l'affaire d'une trentaine de minutes. Quelques coups de gonfleur en plus. C'est pas mal ça. Facile. Encore faut-il rajouter le moteur.
Et un petit fanion pour faire joli. Ok, super. Hop, c'est bon. Ensuite, direction la plage. Ah ouais, ce qu'on fera, c'est qu'on prendra des petits trous comme ça, c'est... Le bateau avec le moteur ont coûté en tout 4 500 €. Et c'est parti pour la première balade en mer en famille. Jérôme découvre les joies du pilotage. Sa femme, elle, devra patienter un peu avant de prendre la barre. Moi-même, parce que je vais passer mon permis là, le mois prochain, donc j'espère bien l'utiliser avec les enfants. En effet, pour piloter ce genre d'engin, il faut un permis bateau. Ça prend un week-end et ça coûte dans les 600 €. Ça va, ça vous plaît? Ah ouais, non, c'est super, c'est génial là. On est parti là, ça déjauge très vite et puis c'est très léger, c'est très facile à manier. C'est génial. Pour le coin, ça va être idéal. Ça n'a l'air de rien, mais derrière cette coque de noix se cache une vraie révolution. Voici l'histoire d'une invention purement française qui a fait le tour du monde. Dans les années 30, Pierre de Broutel, un illustre inconnu, a un métier extrêmement risqué. Il est pilote-essayeur chez l'un des principaux fabricants de ballons dirigeables, l'entreprise Zodiac. Un beau jour, il a l'idée d'utiliser le tissu des dirigeables pour fabriquer cette espèce de radeau. Il relie les boudins à l'avant et ajoute une planche en bois à l'arrière pour fixer un moteur. En 1943, le bateau pneumatique moderne est né. Mais Pierre de Broutel, simple salarié chez Zodiac, n'en a jamais tiré aucun profit. Si son invention entre dans la légende, c'est grâce à un autre homme. Ça se passe en 1952. Le héros s'appelle Alain Bombard. Il vient de réaliser un exploit insensé. Alain Bombard reprend la mer, toujours sans ravitaillement. Le docteur Bombard veut prouver qu'on peut survivre seul en mer en se nourrissant seulement de plancton, de poissons crus et en buvant de l'eau de mer. Alors il se lance dans un défi incroyable, traverser l'Atlantique sur le petit bateau gonflable de Pierre de Broutel. La légende du Zodiac est née. Le bateau est facile à mettre à l'eau, sûr et résistant, idéal pour les sauveteurs sur les plages. Ce sont les premiers à en acheter. Pour les Français en vacances, le Zodiac devient le Saint-Bernard des mers. Dans les années 60, les ventes aux particuliers décollent. Et pendant 40 ans, Zodiac va régner en maître. Mais aujourd'hui, la belle histoire se corse. Le fabricant français est attaqué de toutes parts. Bateaux ultra rapides, look futuriste. Aujourd'hui, une cinquantaine de marques proposent elles aussi des pneumatiques. C'est 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Et pour se faire une place face aux leaders, les plus agressives cassent les prix. Un concessionnaire de bateaux sur les bords de Seine à Boulogne. Ce samedi-là, François est venu avec ses enfants pour se renseigner. Les bateaux qui l'intéressent ressemblent comme 2 gouttes d'eau à des Zodiac. Pourtant, ils sortent des usines d'un concurrent. Ici, celui-ci, le bateau rouge. Il a repéré ce modèle dans lequel on peut balader 6 personnes et faire du sport. Un bateau qui est équipé d'un moteur de 25 chevaux et qui est donc plus sportif et qui permet notamment de pouvoir faire du ski nautique. Ce bateau coûte 3 795 €. Un prix très compétitif selon lui. En termes de prix, par rapport à ce que je peux voir sur Internet ou dans des revues spécialisées qui proposent des bateaux d'occasion, c'est vrai que ces bateaux sont à peine plus chers que des bateaux d'occasion. Donc... Pour presque le même prix chez Zodiac, il n'aurait eu que de l'occasion. Sur le neuf, il y a 15% d'écart. Alors pourquoi le leader français n'arrive-t-il pas à s'aligner sur le tarif de ses concurrents? Pour le comprendre, direction Toulouse. À 30 km du Capitole, une des 3 usines que le constructeur possède en France. C'est la plus grande du groupe. 200 salariés y fabriquent plus de 20 000 exemplaires par an. Pardon, mais là ça va. Tout commence avec ce robot. C'est lui qui donne le tempo. Il découpe les pièces qui composent le bateau dans ces rouleaux de tissu plastique. Il faut pas perdre le rythme là.
Non, on n'a pas le temps. Mais ensuite, ce sont des ouvriers qui prennent le relais. Pour fixer les accessoires sur le tissu, il y a besoin de Simone. 25 ans de maison. Oui, on collait avant. Il y a beaucoup de choses, il y a des années en arrière, il y a 20 ans, tout était collé. Ah ouais. Aujourd'hui, avec la machine à souder, ça va plus vite. Vous en faites combien par jour comme ça, Ben, ça dépend, là 35-40 à l'heure. À l'heure? Ouais. La production a beau s'être mécanisée au fil des années, il faut encore beaucoup de main-d'œuvre. Ici, par exemple, on se croirait dans une usine de confection. Les petites mains assemblent les différentes pièces des futures embarcations. Et c'est comme ça à chaque étape de la fabrication. Il faut des salariés pour gonfler les bateaux, les manipuler, les nettoyer et enfin les plier. Tous sont payés entre 1200 et 1500 € par mois. Chez les concurrents, les bateaux sont fabriqués en Chine. La main-d'œuvre y coûte 12 fois moins cher. Voilà comment ils font pour afficher des prix cassés. Et cette guerre sur les étiquettes commence à poser de sérieux problèmes chez le leader français. Mauvaise nouvelle aussi du côté de l'entreprise Zodiac à Rochefort. Cette société spécialisée dans les canaux pneumatiques devrait connaître des périodes de chômage partiel. Les syndicats redoutent même un plan social. Au mois de mai, pour la première fois dans l'histoire de l'entreprise, la production a été arrêtée dans l'une des usines du groupe, à Rochefort, et des salariés mis au chômage partiel. Mais tout cela n'est pas uniquement la faute des ouvriers chinois. Leur plus gros souci est américain. Mercury, le champion du monde des moteurs. Un Américain qui est devenu le concurrent le plus redoutable de Zodiac. Il équipe près d'1 bateau sur 2 dans le monde. Pour vendre toujours plus de moteurs, il a décidé de se lancer dans la vente de bateaux pneumatiques, avec un argument qu'il est le seul à avoir. Un samedi de mai sur les bords de Seine. Avec ses escarpins roses, Madame Duvert n'est pas vraiment équipée pour naviguer. Mais ce matin, avec ses enfants, elle accompagne son mari Bruno. Cette année, c'est décidé, il va s'acheter un bateau. Alors il est venu essayer ce modèle du fabricant américain. Est-ce qu'il y a une jauge? Comment on connaît à peu près le niveau du réservoir? Donc c'est ça, d'accord. Vous découvrez un peu Oui, c'est la première fois que je suis à bord de ce bateau, donc c'est pour ça. Je l'ai vu sur catalogue jusqu'à présent, mais encore... Vous avez un bateau déjà ou... Non, pas du tout. J'ai passé mon permis il y a 2 mois. Et son permis, il compte bien l'étraîner cet été sur le bassin d'Arcachon. Pour qu'il se décide à acheter aujourd'hui, le groupe américain sait y faire. Actuellement, il y a une promotion très intéressante, donc c'est surtout pour cela que je suis venu là aujourd'hui, pour comparer par rapport à un autre Zodiac que j'avais effectivement identifié comme répondant à mes critères. Par rapport au fabricant français, avec sa promo, l'américain est 15% moins cher. Mais pour en bénéficier, il faut acheter un package. Le canot plus le moteur maison, et pas moyen d'acheter une autre marque. À partir du moment où c'est un package, ça reste qu'avec les moteurs Mercury. C'est toute l'astuce de l'américain. Il vous vend son moteur sur lequel il gagne de l'argent. Du coup, il peut se permettre de faire une toute petite marge sur la coque, juste de quoi être moins cher que Zodiac. Alors une fois à terre, pour la famille Duvert, l'affaire est vite pliée. Pour ce bateau sportif avec son équipement complet et une remorque, il y en a au total pour 15 500 €. 2 000 de moins que le modèle équivalent chez le constructeur français. Ça y est, c'est décidé là, ce coup-là. Ça y est, c'est décidé. Avec cette technique, en 10 ans, Mercury a déjà pris près de 20% du marché. Et la bataille ne fait que commencer. On enregistre chaque année 6 000 nouvelles immatriculations. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Nous l'avons préparée avec François Ducroux, Thibaut de Barbeyrac, Jérôme Dindar, Laurent Huberson, Emmanuel Leclerc et Pénélope Ponté. Dès demain, vous pourrez retrouver tous les reportages de cette émission sur le site m6.fr. Bonsoir et bonne semaine.